Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous sur la 7e illusion. Aujourd'hui, nous sommes pas deux, mais trois pour vous parler d'un film spécial Halloween. Et oui, on n'a pas choisi n'importe Waouh! lequel, mais on n'a pas choisi n'importe quels intervenants non plus. Bon, moi, Jules Melon, vous en fichez, hein. Mais il y a surtout, Non, te dévalorise pas. il y a surtout Ciné Show. Voilà. Bonjour Ciné Show. Bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Voilà. Et Hugo. Comment vas-tu, Hugo? Hello. Et alors, on va parler d'un film qui fête ses 50 ans cette année en plus. Donc voilà. En effet, Et l'occasion est parfaite. c'est ça, en plus, il a eu une ressortie il y a quelques temps, donc beaucoup de gens en parlent. The Wicker Man, version 1973. Déjà, ne vous trompez pas, on ne parle pas du remake avec Nicolas Cage ici, mais bel et bien du film de Robin Hardy, britannique, avec au casting Edward Woodward dans le rôle principal, que vous avez peut-être pu voir après dans Hot Fuzz, mais Hot Fuzz, c'était bien plus tard. Et surtout, Christopher Lee, un des grands monsieur de l'horreur de l'époque, de la Hammer notamment, qui ici voulait un rôle différent, et il l'a eu. Clairement, je peux citer aussi Britt Eklund qui joue la fameuse Landlord's Daughter, bref, la fille du propriétaire qui, disons, se montre à son avantage durant le métrage, mais ça on y reviendra aussi à certains moments. Et l'histoire, elle est bon, assez simple sur le papier, mais encore fallait-il avoir l'idée de la faire. C'est un sergent de police britannique, donc, qui décide d'aller enquêter sur des îles, enfin une île assez éloignée près de l'Écosse, où les gens vivent un petit peu en autarcie, en communauté. Et là-bas, il va chercher une fille qui serait morte, alors une certaine Rowan Morrison, qui aurait tué cette fille si elle est morte. Et il va se heurter là-bas à une population peu loquace qui répond pas vraiment à ses questions et qui préfère chanter et boire et faire d'autres choses. Et forcément, ça va énerver le sergent au début, puis il va se rendre compte qu'en fait, ces gens ont une religion très personnelle, qui est une ancienne religion païenne. Et lui, qui est hyper chrétien, ça va le désarçonner et il va lutter seul contre tous, sans en dire plus. Trouvera-t-il Rowan, trouvera-t-il le tueur ou les tueurs, ou se fera-t-il avoir comme un bleu? Bonne question. Et c'est un film que Hugo a vu pour la deuxième fois et que Cinéchaud vient de découvrir. Donc on va demander d'abord à Cinéchaud quel est ton ressenti personnel sur cette découverte assez fraîche. Eh bien, il est important de préciser tout de même que mon premier visionnage a été fait en connaissant l'issue du film, Allez. hein, donc je savais déjà l'ensemble de la fin. Ce qui ne m'a pas empêché de l'apprécier pour autant, parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film qui, comme on en parlait juste avant, va droit au but. Je trouve que sa durée de 1h20 lui permet d'aller à l'essentiel sur tous ses aspects. Ça pose quand même une ambiance, mais ça ne dure pas trop longtemps pour autant. C'est parfaitement géré. À aucun moment tu t'ennuies, c'est parfait. Au-delà de ça, il y a vraiment un travail de manière générale dans l'ambiance de ce film qui est assez déstabilisante. Je dirais pas qu'elle fait qu'elle est terrifiante ou quoi. Disons que juste on sent qu'il y a quelque chose de pas net, quoi. Même sans savoir l'issue du film, on se rend compte qu'il y a des trois aspects, notamment les habitants qui ont des regards entre eux assez bizarres, où tu te dis mais pourquoi ils sont en train de se parler comme ça, c'est un peu étrange. Et puis tout ce qui est évidemment la culture, la religion de l'île en question, mais il y a certaines coutumes qui sont un peu particulières. On se demande, ouais, d'accord, pourquoi pas, hein, on reste ouvert d'esprit. Mais en l'occurrence, évidemment, le personnage principal l'est pas trop, parce que il est très chrétien. Et c'est vrai que par contre, ça, j'ai pas vu énormément de films outre de ça, où vraiment le personnage principal était à fond dans la chrétienté. Mais alors vraiment, surtout dans les films d'horreur récents, il y a de moins en moins ça, parce que forcément, on a de plus en plus il y a de plus en plus de gens qui sont athées. Et là, je trouve ça intéressant du coup d'avoir un personnage principal qui est ancré dans cette religion et qui est confronté à une autre religion que la sienne et qui va devoir finalement voir si c'est... Enfin, comment dire? Il va devoir continuer à croire, je ne sais pas comment expliquer, mais il faut qu'il continue à croire au plus possible en sa religion face à une religion qui va le perturber dans, dans son parcours, dans son enquête, etc. C'est vrai. Et voilà, c'est ça. Puis on n'a pas précisé en intro, là c'est de ma faute. On est dans le folk horror. Alors, confrontation des croyances, univers différent, ce genre de film qui a inspiré Midsommar notamment, mais ça on en reparlera. Et à la fois, on est dans un thriller policier, donc ça c'est très intéressant comme approche. Et Hugo, alors est-ce que ce deuxième visionnage, je sais que tu avais aimé la première fois, mais est-ce que ce deuxième visionnage a propulsé ce film encore plus haut?
En fait, quand je l'ai revu du coup pour la deuxième fois, c'était plus dans l'intention de me le remémorer pour préparer cette émission. Et je pensais connaître assez bien le film et je pensais qu'il ne pourrait plus me surprendre. Et je me suis complètement loupé. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses déjà que j'avais oubliées, mais d'autres choses plus subtiles qui ne sont pas apparues au premier visionnage et qui renforcent vraiment cet aspect très horrifique, mais horrifique dans le sens psychologique du terme, où vraiment il y a une ambiance. Et pour moi, c'est un film qui est une véritable expérience parce que, comme on l'a un peu dit avant Ciné-Show, c'est une ambiance qui est très particulière et c'est le fait d'être confronté aussi à des coutumes et à des mœurs qui ne sont pas les nôtres, hein, qui ne sont loin d'être ceux qu'on a nous en termes de personnes, disons, venues d'un monde occidental. Et on est confronté à totalement autre chose et on est on va dire, en parfaite adéquation avec le personnage principal qui est donc ce sergent de police parce que ben, c'est la seule chose à laquelle on peut se rattacher, étant donné que c'est celle qui est naturellement la plus proche de nous. Enfin, je l'espère, sinon on a une vie assez bizarre. Mais voilà, c'est un film qui, je dirais pas qu'il m'a plus marqué que la première fois. Néanmoins, il y a eu des choses en plus et je pense que c'est donc une bonne chose de redécouvrir un film et d'avoir plus de choses et de matière à analyser derrière. C'est vraiment étonnant ce que tu... C'est pas étonnant en fait, Hugo, ce que tu dis, parce que bon, moi, j'ai peut-être revu pour la 6 ou 7e fois, j'en sais rien, je compte plus, au bout de 2 ou 3, je compte plus. Et même là, j'ai encore ressenti des trucs différents. C'est un film, selon comment tu te sens d'ailleurs, tu vas le percevoir d'une manière autre. Parce qu'il y a beaucoup de richesse, beaucoup de finesse. C'est vrai que sur le papier, c'est très simple. Hein. On a une enquête, on doit trouver un cadavre ou un tueur, est-ce qu'elle est vraiment morte? Et puis, se confronte à des gens qui veulent pas trop coopérer. Ok. Mais alors, derrière, sur la psychologie, et en plus, on est du point de vue de ce sergent, on a une empathie pour lui. Mais pourtant, on le voit très vite. Surtout après les visionnages, on sent quand même qu'il est tout aussi borné, voire encore plus que les gens locaux. Et c'est un film qui questionne la croyance dans le sens large, de toute façon. D'un côté, on a le zélote, hein, vraiment le gars, on le voit dès le début, première scène, il prend l'Eucharistie, tout ça, avec la lumière. Il y a un jeu de lumière dans le film aussi, qui désarçonne et qui est presque malaisant dans la clarté de la lumière. Un petit peu comme le faisait Fulci, tiens, pour le giallo italien. Parce que j'ai vu un Fulci en même temps là sur Shadows, donc c'est intéressant. Et alors, du coup, on suit son périple, mais alors, il ne croit qu'en deux choses, lui, Dieu et la loi. Et en fait, c'est parce qu'il n'arrive pas à s'ouvrir aussi qu'il se fait avoir, d'une certaine façon, par rapport à ce qui va se passer. Et nous, on est obligé d'être en empathie avec lui, ce qui, du coup, au fur et à mesure qu'on revoit le film, c'est dérangeant. Parce qu'au début, ça paraît normal, comme tu le dis, Hugo, c'est quelqu'un de la société occidentale judéo-chrétienne dans laquelle nous vivons depuis des centaines d'années. Hein. Mais en fait, quand on le voit là arriver à un endroit où c'est des gens qui ont ressuscité les anciens dieux qui étaient là avant la chrétienté, tu te poses des questions quand même. Et là, tu te dis, mais qui est en tort? Qui vit une vie normale ou pas? Et au final, tu arrives au bout, tu te dis, bon, bah, en fait, moi, je suis bien content d'être loin de ce film-là, à avoir vu, mais quand même, tu as subi et tu as ressenti des choses assez fortes. Et plus tu vois le film, plus tu te sens proche de la communauté, en fait. Et c'est ça qui est fort avec ce film. C'est que la communauté, elle a des rituels très dérangeants, mais en fait, ce sont des rituels qui étaient là depuis les anciens temps et qui étaient à la base de tout. Un petit peu comme dans Midsommar, on voit certains rituels dans Midsommar, tu te dis, oui, oui, oui. Mais en fait, c'était comme ça que les gens vivaient à une certaine époque, au-delà de la médiévale, etc. Et tout a été remplacé et annihilé depuis. Et qui, au final, maintenant, est l'intrus? C'est une bonne question, ça. Et le film, il répond pas à la question en soi, parce que chaque spectateur va rester sur sa position personnelle, mais ce que c'est sûr, tu sors de là terrifié par certaines scènes, quand même. Et les musiques, en plus, alors tiens, j'ai envie de vous poser la question, ces musiques extraordinaires, hein, d'ailleurs, parce qu'on est dans la musique folk à l'ancienne, composée par Paul Giovanni, qui joue d'ailleurs dans le film, on le voit chanter là, dans le bar à un moment, une scène pendant où il y a un jeune homme qui rentre dans la chambre de la fille du propriétaire, là, c'est lui qui chante. Et la musique, elle est parfaite pour le film et elle est flippante à la fois tout en étant belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Des fois, c'est drôle, hein. Des fois, c'est grivois, un petit peu potache, mais à certains moments, quand tu vois les chorégraphies avec, par exemple, tu te dis, ah ouais,
Je sais pas ce que bien Hugo, Oui, t'en as oui. pensé quoi, toi, des musiques parce qu'au deuxième visionnage, tu as dû bien les ressentir. Bah, déjà, les musiques étaient assez impactantes au premier visionnage, je trouve. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est parfois drôle, c'est très, très potache et on frôle la comédie par moments, hein. Il y a une scène, bah, par exemple, quand le policier rentre dans l'auberge et qu'il y a donc la fille du bar qui est présente, il y a, il y a cette musique qui est là et on retrouve déjà musicalement ce côté très folklorique anglais, euh, qui est, on va dire, musicalement intéressant à explorer, mais c'est toujours en adéquation avec non seulement l'ambiance, mais aussi les ressentis des personnages. Et en fait, je trouve que The Wicker Man est un des rares films où la musique est parfaitement exploitée, enfin, du moins à mes yeux et de ma maigre expérience, mais pour le coup, je pense que vraiment, on est, comme tu l'as dit, Julien, on est sur des musiques qui, malgré tout ce qu'elles peuvent dire et communiquer, sont quand même très plaisantes, très, très joyeuses aussi, hein. Il y a quand même, c'est rythmé, c'est dansant, enfin, on se prête limite à la danse, alors que dans les paroles des chansons ou dans tout ça, on a aucune attache particulière, enfin, je l'espère. Et Nico, Oui. alors, comment Bah t'en es sorti oui, des chansons je suis complètement d'accord avec cet aspect. En plus, ça renforce le. Je parlais du fait que le policier, quand il arrivait, il jugeait un petit peu la culture du coin, on va dire, parce qu'il était ancré dans sa vision de la religion. Moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est que ça. On va dire que la première moitié du film, évidemment, que tu te poses des questions en te disant, il y a des trucs bizarres qui se passent, mais d'un autre côté, quand tu sais pas en tout cas ce qui se passe à la fin, tu peux te dire, il juge un peu vite quand même. Il connaît pas, c'est une culture qu'il connaît pas, c'est une culture où on doit respecter les cultures de chacun en fait. Hein, et du coup, la première moitié, justement, le fait que les musiques soient plutôt belles, parce qu'effectivement, même en termes d'orchestration, il y a le passage avec la fille qui est dans la chambre d'à côté. À un moment donné, je crois que c'est le début du film, je sais plus exactement encore. Il y a de la musique en question. T'as non seulement évidemment elle chante super bien, mais en plus t'as une orchestration qui est magnifique. Genre, t'as l'impression que c'est un truc divin, limite, comme scène. Donc, ça donne un côté à la fois magnifique et qui t'attire un petit peu. Et bah, quand tu sais ce qui se passe à la fin et que tu retournes le truc, tu as ce côté de. C'est un peu glauque quand même. Genre, il y a justement un aspect qui est à la fois. Quand tu sais pas, tu dis que c'est joli. Et quand tu sais, t'es un petit peu plus dérangé, on va dire. Mais même quand tu sais, finalement, quand tu sais ce qui se passe à la fin, tu te dis quand même que ça reste une culture qui, sur certains aspects, reste plutôt jolie, même magnifique. Hein. Je veux dire, les chants qui sont chantés, ils sont vraiment magnifiques. Et ils ont vraiment une très belle culture. Si tu omets les aspects plus discutables de leur religion, c'est une religion qui est jolie. Mais le problème, c'est ce qu'il y a derrière. Quoi. Ouais, c'est envoûtant. À un certain moment, tu te dis d'ailleurs, il y a une forme de séduction dans ce chant. Et nous, spectateurs, on est tout autant séduits. Nous, on peut être séduits par la musicalité et tout. Alors, le policier, il écoute les paroles, lui. Et c'est vrai que la première qu'il entend, je crois que c'est celle, la chanson un peu paillarde, là, sur la fille du proprio. Bon, avec la chorégraphie qui va avec, hein, avec les deux personnes âgées qui montrent, voilà, bref, tout y va. Et ce qui est très malsain, c'est qu'à côté de ça, vous avez un mineur qui joue du violon tranquille à côté, avec le sourire. Mais bon, ça encore, c'est rien à côté. Alors, la musique de la danse de Willow, hein, c'est plus dans la deuxième partie. C'est là où elle va un petit peu se dénuder, etc. Parce que c'est une représentation de la déesse Aphrodite. Enfin, à un moment, voilà. Mais alors, la chanson la plus dérangeante en soi, avec la chorégraphie qui va avec, c'est quand il arrive à l'école. Parce qu'à un moment, il va faire son enquête à l'école quand même. Et comme c'est le 1er mai, enfin, c'est les célébrations du 1er mai, c'est la fête de la vie, tout ça, il y a quand même un prof qui fait danser, enfin, qui fait une chorégraphie avec ses jeunes garçons autour de l'arbre de mai, hein, le symbole phallique, avec une chanson en mode hey, il y a une fille sur le lit, avec le. Voilà, bref. Et là, c'est très étonnant pour nous aussi. Par contre, quand tu réécoutes les paroles derrière, après avoir vu le film, après avoir passé le malaise du premier visionnage au minimum, en fait, tu te dis que les paroles sont hyper poétiques. De la mort naît la vie. C'est ça, en fait. Et tu te dis que les croyances, bon, comme tu l'as dit, Nico, hein, il faut les accepter parce qu'on ne connaît pas. Et quand on creuse plus loin, bon, évidemment, de notre point de vue, c'est un petit peu chelou. Mais en fait, pour eux, c'est naturel. Et c'est là où tu te dis, ouais, du coup, qui sommes-nous pour juger? Alors oui, évidemment, c'est chelou. Mais qui sommes-nous pour juger? Et le film, il est extraordinaire là-dessus. C'est-à-dire que le spectateur, à la fin, il ne sait plus s'il doit avoir dit waouh, oh, ce moment, il était extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il était malaisant. Ouais, mais il y avait de la poésie quand même. Ouais, mais bon, ça fait flipper. Donc, et on passe par plusieurs scènes comme ça.
et l'ambiance qui va avec. Parce que je pense qu'on peut rebondir sur un truc aussi. La photographie et l'atmosphère de cette île. Le film, il commence sur l'Eucharistie, là. Mais après, quand on arrive sur l'île, on prend le temps de survoler les lieux et de voir les décors. En plus, c'est une île où tu as des vergers, parce qu'il y a le Gulf Stream à côté, il y a tout un délire là-dessus, bon, bref, avec les récoltes, etc. L'ambiance, en plus, ça n'a pas été tourné sur une île, je crois, le truc. Enfin, quelques scènes de haut, mais on y croit à fond. On a l'impression qu'on prend des gens locaux, et c'est à moitié vrai, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont été recrutés localement, et qu'on est vraiment dans une forme de documentaire sur les lieux. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce côté documentaire presque naturaliste. La façon dont s'est filmé certains passages au début, quand tu regardes quand il arrive dans le village, tu as vraiment un plan qui m'a un peu marqué parce que c'était vraiment comme si c'était vous voyez les films d'horreur un peu fan footage où tu as l'impression que c'est cette caméra-là. En fait, tu as un moment où tu vois juste une sorte de route et c'est filmé vraiment avec une caméra un peu tremblante, comme si c'était une personne qui était en train de marcher, qui filmait ses vacances un peu. Genre, mais ça donne un côté un peu plus palpable, on va dire, au récit, en fait. Ouais, Hugo. Ouais, je suis assez d'accord et je pense que même là, je peux rebondir sur Midsommar parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans la photographie, dans la gestion de l'espace et de la géographie. On retrouve un peu ce côté aussi un peu documentaire, ou du moins on explore les lieux aussi dans Midsommar de Ari Aster, où je pense qu'on peut dire qui est fortement inspiré par The Wicker Man. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi là-dessus. Et la photo, justement, qui est assez sobre, mais où tout paraît, à l'instar de Midsommar, coloré, beau. En fait, tout est coloré. En fait, c'est peut-être l'horreur, mais sous sa plus belle forme, disons. Et c'est aussi un des paradoxes du film qui est très perturbant. Et le film joue beaucoup avec justement les paradoxes. On en parlait un peu avant. Et je trouve que c'est assez fantastique de même retrouver ça dans la photographie et dans la réalisation, où justement tout semble beau, réel, et malgré tout à des années-lumière de notre culture à nous, quoi. Mais c'est un paradis. Ça a tous les atours du paradis. Et puis même, tu as même la déesse de l'amour sur place. Alors, on en a pas parlé encore de ce personnage, le seigneur, le Lord Summerisle, extraordinaire, Christopher Lee, qui a poussé pour avoir ce rôle. Et d'ailleurs, sur la fin de sa carrière, avant ses derniers jours, il a encore dit que c'était peut-être son rôle préféré dans l'histoire du cinéma. C'est quand même pas rien, quoi. Oui. Et alors, la carrure et le charisme de cet acteur qui est grandissime baigne dans l'interprétation de ce personnage. On le voit pas énormément, et c'est ça qui est fort aussi, c'est qu'on va attendre un bon moment avant de le voir. On en parle de sa seigneurie et tout. Il faut consulter sa seigneurie. On la voit pas. Et la première apparition, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est au bas de l'auberge quand il amène le jeune homme à la déesse. Et là, il apparaît comme une figure à la fois bienveillante et menaçante. Et ça représente parfaitement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce personnage-là. C'est brillant parce que c'est fait avec sobriété et avec force à la fois. C'est ça, c'est un personnage un peu doux amer, dans le sens où on peut facilement s'attacher, et puis il a, mine de rien, des arguments pour défendre sa communauté et sa culture. Et ces arguments, moi personnellement, ça m'a fait le cas hier quand j'ai revu le film. J'ai été vraiment démuni parce que, alors, je n'ai plus d'exemple en tête malheureusement, mais il y a des choses qui sont dites où clairement tu ne peux pas répondre parce que il a les bons mots pour défendre et protéger sa culture, et c'est assez fascinant, quoi. Il y a un truc extraordinaire, après, Nico, tu pourras rebondir, mais quand il confronte le sergent de police, c'est même pas une des scènes finales, c'est ça qui est fort aussi. C'est qu'il y a une confrontation face à face au milieu du film, où là, le sergent dit « Oui, mais notre Dieu et tout !» Mais votre Dieu, il a eu sa chance, il est mort. Il arrive à retourner en mode que la religion, tout ce qui défend la religion chrétienne, en fait, et qui critique sur la religion païenne, il arrive à démonter son argumentaire avec un point particulier, c'est quand il critique le fait qu'il y a des filles qui dansent et qui sautent nues au-dessus d'un feu, en disant qu'elles veulent se faire donc féconder par la divinité, quoi. Et lui il dit mais c'est pas possible, c'est contre la biologie. Et lui il dit et pourtant votre Jésus il est né comment à votre avis de la Vierge Marie là? Et bam, et là c'est extraordinaire. C'est exactement à cette scène-là que je pensais. Ce que tu as dit, Hugo, tu vois, plus tu vois le film, plus tu as envie d'être du côté du personnage de Christopher Lee, et c'est violent en fait. Et cette scène, elle est faite pour ça. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Mais... Oui, ça rentre dans le cadre
de montrer que le sergent a des croyances qui peuvent lui aussi être remises en question. Parce que durant la première moitié du film, quand tu regardes ce qui est montré, au final, c'est surtout le sergent qui est en tort quand dans ses paroles. Parce qu'il il a des conclusions très très rapides sur sur la religion de cette île. Dès qu'il voit un élément un petit peu suspect, il dit que c'est une religion païenne, c'est une religion qu'il faut interdire, vraiment c'est horrible ce que vous faites. Et il n'a pas de recul. En fait, c'est un personnage qui est complètement omnibulé dans sa religion, ce qui fait que dans la première partie, on peut presque considérer que c'est la personne qui est en tort, en fait. Et ça rentre un peu dans cette idée de manipuler un peu à la fois le sergent, mais aussi nous, en tant que spectateur, en se disant t'es sûr que la personne que tu suis c'est le bon gars, parce que je suis pas convaincu. En tout cas, c'est ce que je peux laisser penser le personnage. T'as même l'impression que le message il veut pointer du doigt le spectateur de l'époque britannique de base, croyant, etc. On sent. C'est pour ça d'ailleurs que le film adopte le point de vue du shérif. Même tu parlais Hugo tout à l'heure, là on voit avec la caméra un peu tremblante sur la route et tout, mais parce qu'on est souvent du point de vue du sergent Neil Howe, on n'a pas dit son nom, et même que des fois on a un point de vue quand il découvre un moment, il y a une scène de nuit où il y a des couples qui font l'amour comme ça, le truc hallucinant. Ah oui, c'est la seule scène par contre j'ai fait vraiment là j'ai... Okay. Ah mais en fait, son point de vue, il est rentré dans un autre, et t'as l'impression qu'il rentre dans l'horreur d'une expérimentation, parce que c'est un film expérimental aussi, jusque dans la musique, parce qu'on prend des thèmes folk, mais on fait des expérimentations aussi pour l'époque. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des moments de point de vue qui sortent complètement de la réalité, comme quand il va dans ce petit cimetière où il y a une femme qui allaite son enfant avec un œuf. Voilà. Comme ça. Coucou, je suis là, pourquoi pas. Le malaise absolu, il y a des petites scènes comme ça. Et le film, il n'insiste pas trop. Quand on va déterrer le cadavre en soi-disant, bon, on n'en dit pas plus, on va rentrer dans un spoiler très vite de toute façon. Il y a des petits moments comme ça où on sort du point de vue documentaire pur et on rentre vraiment dans le malaise. Et c'est un des rares films qui arrive à gérer le malaise comme ça sans faire énormément d'artifice, quoi. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Même, par exemple, un plan sur un escargot. C'est un plan sur l'escargot à un moment. Oui. Quand il amène le jeune garçon se faire dépuceler en gros, hein, auprès de la déesse, c'est la tradition. C'est un peu flippant parce que ça veut dire qu'ils perdent tous leur pucelage avec la même femme, mais bon, passons. Eh bien, il y a un gros plan sur l'escargot qui sort de sa coquille. Hein, on n'est pas dans l'allégorie, on n'est pas loin quand même. Et c'est flip sur le moment. C'est la beauté de la nature, mais tu te dis, ok, bon, d'accord. Voilà, le film, il est fait comme ça, quoi, de A à Z. Et peut-être qu'on va parler, alors maintenant, il va falloir aller dans la résolution, parce que l'enquête se résout. Mais elle se résout d'une certaine manière. Donc, spoiler, hein, fuyez, pauvre fou, comme dirait Gandalf, si vous n'avez pas vu le film. Bien sûr. Ou pas, parce que finalement, Nico, bon, tu n'avais pas les éléments de l'enquête, mais bon. Oui, à la fin, il meurt. Bon, d'accord. Il meurt dans le Wicker Man, d'où le titre, voilà, une sorte de statue en bois géante. Bon. Mais avant, on apprend qu'il s'est fait berner. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'envoûtement. Mais il s'est fait berner par la communauté. Il s'est fait avoir comme un idiot, comme le fou. Voilà, le fou du roi. Parce qu'il devient le fou du roi. Et parce que Rowan Morrison n'est jamais morte. C'était pour l'attirer là, pour que ce soit lui le sacrifice. Parce qu'en gros, il y a des problèmes de récolte. Qu'il vienne de son plein gré, tout ça. Et le sacrifice consenti d'un croyant. C'est ce qu'il voulait. Et mais redoutablement vicieux. Et ça marche. Et c'est à cause de sa religion qui va mourir, parce que du coup, c'est parce qu'il n'a pas du coup couché avant le mariage qu'il va se retrouver dans une situation où il va être la cible parfaite. S'il avait succombé à la déesse Aphrodite, là, à côté, voilà, qui lui faisait sa danse lascive à travers les murs, il serait peut-être pas mort, c'est idiot en fait. Hein. Mais c'est vrai que bon, la danse, on en parle vite fait de la danse de Willow, même que l'actrice a dû avoir une doublure, parce que je crois que son mec à l'époque n'était pas d'accord. Parce que c'est vrai que ça se voit, hein, c'est une doublure oui. Des fois. Ça se voit. Mais je sais pas ce que tu en penses, Hugo, toi, qui l'as revu, donc tu savais l'intrigue. Est-ce que ça t'a quand même... Je pense que même ça t'a encore plus marqué sur la progression de ce piège, en fait. Bah, moi qui savais la finalité, qui savais comment le personnage allait finir, j'avais tendance même à oublier qu'il allait mourir à la fin, tellement on était, nous aussi, en tant que spectateurs, bernés en même temps que le policier. Et j'ai eu en fait cet effet de surprise de « Ah oui, c'est vrai, il meurt à la fin », alors que j'en étais totalement conscient.
C'est juste que, voilà, comme tu l'as dit, il y a cet envoûtement qui est là, qui fonctionne aussi bien sur le personnage que sur le spectateur. Et c'était très perturbant, effectivement. Et puis bon, c'est là où c'est marrant parce qu'en plus, il se met dans la panade jusqu'au bout. Il va assommer l'aubergiste pour prendre le costume du fou. Punch, d'ailleurs, dans la mythologie. Là. C'est Punch, d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu l'idée. Et c'est un peu la piñata vivante jusqu'au bout. Ouais. Et c'est lui, il va insister en plus. Il pêche par orgueil jusqu'au bout. Et il va intégrer le fameux carnaval. Alors moi, j'adore ça. À chaque fois, cette scène, je peux me la mettre à part. On voit Christopher Lee. Alors déjà que dans le film, il a une perruque. Là, il a une grande perruque avec des cheveux lisses. On le voit danser. Ils sont déguisés en animaux. On n'est pas loin de Lovecraft dans le Cauchemar d'Innsmouth à un certain moment. Enfin, et ça, là, tu te dis, t'es rentré ailleurs. Là, tu te dis, ça peut que mal se terminer. Je sais pas ce que t'en pensais à ce moment-là, Nico, le petit moment de carnaval, là. T'as dû sentir le malaise arriver encore plus vite. Hein. Ah bah, rien que la scène où il y a le truc avec les épées. Ah oui. Et que tu crois. Alors, moi, j'ai cru, hein. J'ai vraiment cru qu'il lui avait tranché la tête. J'ai fait. Et en fait, non. Du coup, j'avoue que j'ai commencé un peu à paniquer en disant oula. Mais non, finalement, ça allait Pour moi encore. aussi, c'était le début de climax. Ah oui. Non, mais avec la petite fille qui a mis sa tête en dessous et tout pour tromper. On sent que tout. C'est là d'ailleurs, tu vois que tout a été scénarisé. Il y a du scénario dans le scénario. Il y a presque une machination, un film dans le film. Et nous, spectateurs, on est la première fois qu'on le voit, on est tous bernés comme le personnage principal de tout à l'heure. Je pense que, bon, Nico, tu savais qu'il allait mourir à la fin, d'accord? Mais tu pensais pas qu'il y aurait je savais quand même aussi l'aspect, parce que ça, je connaissais déjà la fin, c'est que je savais aussi qu'il y avait l'aspect, on l'a berné, on a voulu, parce qu'il était une cible parfaite pour les récoltes, ça, je savais tout ça. Ouais, ça, oui, parce que... Voilà. Et puis, en termes d'attachement au personnage, j'ai trouvé que on se rapprochait un peu de ce que faisait Fincher avec The Game et avec le personnage de Michael Douglas, où on était complètement attaché au personnage jusqu'à la toute fin, où on se rend compte que finalement on nous a bien berné. Et ça se ressent beaucoup dans le film parce qu'à aucun moment, du moins au premier visionnage, on ne peut se douter d'une telle fin, je pense. Enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé, Nico, mais enfin, vu que tu savais la fin, ça marche peut-être moins avec toi. Mais je pense que quelqu'un qui ne sait rien du film pourrait être surpris. Oui, parce que le moment où le film est vraiment construit comme un film d'enquête et qu'à l'époque, il y en avait en plus, même encore aujourd'hui, hein, mais le film d'enquête, c'est quand même quelque chose d'assez courant, donc on pouvait se dire que c'est juste un cadre un peu atypique autour de cette religion, etc., mais ça reste un film d'enquête. En tout cas, tout le film jusqu'à le dénouement se dire, oui, c'est juste une enquête avec un petit cadre, voilà. Puis c'est justement au moment où tu te dis qu'en fait, c'était pas une enquête, mais c'était juste une manipulation, et que en fait, c'était lui la cible depuis le début. Je pense qu'en tant que spectateur, si tu connais rien, tu dois être un peu... Ah ouais. Ah ouais. Et alors, la toute fin, parce que je vais peut-être vous étonner, mais au fur et à mesure que je le vois, le film, je me dis qu'il a finalement la mort parfaite qu'il pouvait souhaiter. Dans le sens où il meurt en martyr, et en fait, c'est son destin. Enfin, il accomplit. C'est pour ça que la première scène est hyper importante. Où il est hyper croyant, on le voit. Il va même boire dans le calice, ce qui est très rare dans les communions, hein, normalement. Donc lui, il est hyper à fond. Il doit avoir un rôle en dessous du prêtre. Enfin, c'est un peu compliqué. Bref. Et à la fin, avec sa vie qu'il a dédiée à la loi et à Dieu, il meurt en martyr. C'est la plus belle mort qu'il puisse avoir. Et à la fin, il récite ce psaume et tout. Et il fait face à la mort au final. Même s'il est terrifié et que c'est horrible. Hein. Grande performance d'acteur à la fin, parce que en plus, il faut savoir qu'il a vraiment eu chaud, l'acteur. Ils sont un peu gourés. Il commençait vraiment à avoir très chaud. Ça aurait été con qu'il meurt vraiment. Non, mais, le film polémique. Cannibal Holocaust. Limite, s'il disait presque sortez-moi de là, quoi, à la fin, je crois. Mais c'est fou parce qu'à la fin, finalement, il a la mort qu'il veut et ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on pourrait fantasmer une suite. Peut-être qu'il a gagné dans le sens où il dit ouais, en fait, vos récoltes elles resteront pourries parce que moi je meurs dans le martyr de Dieu et tout, et votre religion factice elle n'aura pas le dessus. Et on pourrait même imaginer que finalement c'est lui qui gagne à la fin, mais alors à la toute fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ça c'est à force de revoir le film, parce que là, comme ça, on se dit, il s'est fait avoir, il est mort, et peut-être qu'ils vont avoir leur pomme l'année prochaine. Mais peut-être pas. On peut voir ça comme ça, mais c'est vrai que quand tu es sur le final et que tu as notamment
Le passage qui m'a un peu fait bizarre, c'est quand il commence à crier à mort et que t'entends le truc qui sature limite, genre waouh, là 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 là. Ce passage-là, même quand tu sais, c'est Le cœur a eu chaud, je crois. Ah, mais c'est limite s'il le sentait vraiment la chaleur. Hein. J'y crois à cette théorie. Hein. Vraiment. Ah non, c'est glaçant. Là, ce passage-là, ouais, t'avais le plan en plus, le plan final. Ils ont bien géré quand même pour réussir à faire en sorte que le truc il tombe et ensuite ça tombe direct sur le coucher du soleil qui termine pour faire le générique. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais c'est l'une des plus. Bon, c'est une fin, mais magnifique sur le plan visuel en plus. Oui, c'est clairement esthétiquement, c'est la plus grande valeur ajoutée du film, je pense, en cette fin avec ce grand bonhomme de bois. Rien que ce grand bonhomme de bois, on le voit très peu, et pourtant, je pense que c'est la première chose à laquelle on pense quand on nous parle de The Wicker Man. Donc ça montre aussi un peu le côté emblématique du film. Et pour revenir sur ce que tu disais, Jules, pardon, je vais y arriver. Je trouve pas que le policier sort gagnant, mais néanmoins il sort avec les honneurs, parce que effectivement, il s'est battu jusqu'au bout, quoi. Hein, il n'a jamais été défaitiste, même jusqu'à la toute fin. Effectivement, on peut supposer, c'est une théorie, qu'ils n'auront pas leur pomme l'année prochaine, et dans ce cas-là, il aura effectivement gagné. Mais néanmoins, là où le film s'arrête, c'est la communauté qui gagne, parce que en fait, ils l'ont berné depuis le début, et lui n'a rien vu venir, quoi. Ils sont heureux, ils sont tous contents. Et je crois que c'est l'élément le plus réussi, c'est que peut-être qu'un autre film aurait fait en sorte qu'il y ait au moins un personnage qui fasse. C'est quand même bizarre ce qu'on fait là. Enfin, je sais pas, c'est étrange. Mais là, tout le monde est content. Tout le monde trouve ça normal. C'est ça qui rend le truc encore plus. Surtout ça, là, il y a un mec qui crame. C'est génial. Ils sont tous en train de faire la fête et ça crie. Et ils crient la mort. Alors qu'ils ont des looks pas forcément terrifiants, quoi. C'est pas des clichés de personnages qui ont une tête où tu vois à 10 000 km qui sont arrêtés. C'est des gens. Voilà, c'est moi qui commence à danser comme ça. Voilà, c'est une secte. Voilà, c'est l'attitude sectaire de cette communauté qui s'est renfermée. Mais elle s'est renfermée parce qu'il y a eu ce discours aussi. Le dieu chrétien les a abandonnés, les terres, elles étaient plus fertiles. Et c'est mon grand-père qui est venu ramener avec sa technique et en communiant avec les dieux qu'on puisse faire pousser des pommes sur cette île. Donc finalement, ils avaient de quoi y croire. C'est ça qui est terrible. Et puis il y a un truc dont on n'a pas parlé avant la fin, mais ce rapport entre la vie et la mort, qui est évidemment extraordinaire ici, parce que tu as quand même le personnage du sergent qui va normalement se dire que la mort, c'est la fin de tout, etc. Parce que même qu'il pourrait être ressuscité, puisqu'il a ce délire-là à un moment. Bon. Mais dans cette communauté, la mort, c'est presque tabou. Parce que techniquement, après la mort, il y a la vie. Donc il n'y a pas de mort. Et le fait, à un moment, qu'à la place du cadavre de la jeune fille, bon, au final, vu qu'elle n'était pas morte, mais qu'il y avait un lièvre, il y a aussi cette idée-là de la réincarnation animale et tout. Et c'est pour ça qu'on peut jusqu'au bout y croire, même si les gens qui connaissent ces principes païens se sont fait berner, parce qu'il est vrai que pour eux, la mort n'est pas une finalité. D'ailleurs, d'où la chanson avec les enfants là autour du pénis, le pénis en main là, parce que c'est ça. Hein. Il dit oui, sur la tombe va pousser un arbre et après il y a un nid et un œuf et la vie et après il y a la mort. Enfin, voilà. Ça aussi c'est fort. Donc du coup à la fin, quand ils chantent face à la mort du sacrifié, bon, ils s'en foutent. Ils sont contents. Voilà. Ils sont satisfaits. Il va se réincarner en pomme après. Voilà, il va devenir une pomme. Oui, vas-y Hugo. Non, je disais qu'effectivement, on était dans cette idée que tout allait bien dans le meilleur des mondes pour eux, quoi, pour cette secte. C'est à la fois très perturbant pour nous, mais si on se met à leur place, ça paraît tout à fait normal, puisqu'ils sont, depuis leur naissance, je suppose, bercés dans cette chose-là. Donc, ce qui, pour nous, paraît totalement choquant et anormal, est tout à fait anecdotique pour eux. Donc, en vrai, est-ce qu'on doit vraiment les plaindre? Est-ce qu'on doit vraiment s'offusquer? Alors que pour eux, c'est la normalité. Et ça ne les dérange aucunement. Il n'y en a aucun qui se rebelle, effectivement, parce que c'est un mode de vie, c'est une culture qui leur plaît. Donc, c'est aussi ça la grande force du film, c'est que est-ce qu'on doit vraiment les plaindre? Est-ce qu'on doit vraiment leur en vouloir? Non, pas spécialement. C'est juste, faut qu'on se confronte à une autre culture qui n'est pas forcément la nôtre et qui, certes, nous bouleverse totalement, mais en tout cas, voilà, on n'a pas à leur en vouloir de quoi que ce soit parce que, ça ne dérange personne au sein de leur communauté. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on a notre mot à dire? Oui, parce qu'il y a un moment, il y a la finesse, et là, on le voit après plusieurs visionnages,
À un moment, il y a un petit passage dans le registre là, des naissances et tout, où on comprend que ça fait 2-3 générations qui se donnent des prénoms païens et qu'il fallait remonter à 3-4 générations pour qu'ils avaient des noms bibliques, ces gens-là. Donc, c'est des détails. Donc, les gens qui sont là sur l'île, ils sont nés, ils ont été éduqués dans ce système-là. Et même, il y a le personnage du Lord Summer Isle, hein, c'est son grand-père et tout. Donc, lui aussi, finalement, il a été éduqué comme ça. Il n'y a que les très anciens, on pourrait se poser la question. À un moment, il y a le personnage du pharmacien, là, ou je sais pas quoi, bizarre, qui garde des créatures dans ses bocaux, là. C'est très, très étrange, ça aussi. Lui, on pourrait se poser la question, a-t-il connu la chrétienté sur l'île? Bon, en tout cas, voilà. Il y a plein de petits détails. C'est pas important. Non, mais il y a des détails. Quand tu revois le film plusieurs fois, même dans la réalisation, sur le point de vue, sur le cadre, il y a des choses qui sont très fortes et qui ont inspiré beaucoup, beaucoup de réalisateurs par la suite. Alors, on parlait d'Edgar Wright pour Hot Fuzz, notamment. Bien sûr, Ari Aster pour Midsommar. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'on peut conseiller ce film. Alors, pour Halloween ce soir, si vous le trouvez quelque part, là, vite fait, la fouillez. Vous allez peut-être le trouver. Oui, puis ils ont refait une édition physique récemment, donc ça peut se trouver. Et actuellement, il est disponible sur le service, c'est là-dessus que je l'ai regardé, Insomnia, qui est visible soit par Prime Video avec un abonnement, mais je l'ai pris les 7 jours gratuits, puis hop, quand ça s'est réglé. Il y a aussi, je crois qu'il vient d'intégrer MyCanal aussi. Donc si vous avez Canal, vous pouvez regarder The Wicker Man. Voilà. Ouais, MyCanal, Insomnia, enfin bref, Insomnia en plus, après avoir vu un film comme ça le soir d'Halloween, c'est possible qu'il y ait des Insomnia. C'est possible. C'est peut-être pas le film qui va vous faire peur sur le moment, mais qui va rester plusieurs jours derrière, en fait. C'est un truc qui traîne. C'est une horreur qui va être traînante. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir beaucoup. Et sur une société d'époque, mais bon, tu pourrais moderniser Wicker Man aujourd'hui avec les réseaux sociaux. En plus, ça pourrait être drôle. On pourrait faire un gros mix. En tout cas, on n'aurait pas tant à le moderniser, je trouve. Hein. Finalement, le film reste assez moderne et contemporain dans son approche. Hein. Oui, oui. Puis tu as encore des communautés qui vivent, on va dire, détachées de la technologie comme ça, qui pourraient vivre en autarcie comme ça. Midsommar l'a fait assez bien, je trouve, parce que la technologie est présente, mais pourtant, elle n'est pas prépondérante, enfin, du moins, elle n'est pas mise au centre de l'intrigue. Donc, pour moi, c'est faisable. C'est ça. En tout cas, on vous le conseille, The Wicker Man, de 1973, bien sûr, hein, parce que voilà, après, si vous voulez voir le remake, n'hésitez pas aussi, mais voilà, vous trompez pas, parce que voilà. Et c'était un plaisir d'en parler avec vous en ce jour d'Halloween. Exactement. Bien sûr. J'espère que vous avez préparé vos citrouilles et vos bonbons pour les enfants. Ah oui. Bien évidemment. Mais on va faire une petite soirée avec des amis, avec un petit film d'horreur. Je leur ai sélectionné un petit film qu'ils n'ont pas vu, à savoir Rec. Ils vont pas dormir après. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, c'est juste un petit film de zombies. Ah oui, tiens, alors là, le traumatisme incoming. Voilà. Et si vous voulez, voilà, offrir à vos enfants des pommes, voilà, donnez-leur des pommes, par exemple. Bien sûr. En tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin sur la 7e illusion. On vous salue et on vous dit à très très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker et tout ça, bien sûr. Partagez vos discussions avec nous et nos discussions avec vous. Comme ça, on pourra échanger cinéma jusqu'à l'infini. Et c'est le plus important. À bientôt.